Donc, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation à ce webinaire. Alors, je m'appelle Stéphane Bourgeois, je suis salarié à l'association Negawatt et je suis chargé d'études énergie et climat. Je travaille principalement sur les projets européens, donc je ne suis pas forcément un expert du bâtiment, mais de toute façon, ma fonction aujourd'hui est plutôt un support technique ainsi que Thierry Hannou. Ce webinaire, comme vous le savez, est organisé dans le cadre de l'Université Negawatt, qui cette année, en raison des conditions sanitaires exceptionnelles, se déroule uniquement en ligne. On a donc organisé 6 webinaires. On espère qu'ils ont été intéressants pour vous cette semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier, donc samedi. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais en général, ces webinaires sont réservés aux adhérents, enfin pas les webinaires, mais l'université est réservée aux adhérents et aux donateurs de l'association. Mais cette année, on a décidé, vu que c'était ce format en ligne, d'ouvrir à toutes et à tous. Mais n'hésitez pas, hein, évidemment, à rejoindre l'association, à devenir membre si nos travaux vous intéressent et si vous avez envie de les soutenir ou de les accompagner d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je passe la parole et je propose qu'on passe au slide suivant à Raphaël Clostre, qui est membre de la compagnie des Mégawatts et qui va donc animer ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous. Je suis donc Raphaël Claustre, membre de compagnie Negawatt et à titre professionnel, je dirige une société de tiers-financement de la rénovation énergétique. Nous allons passer cette heure ensemble à parler de rénovation énergétique des bâtiments. On va se concentrer essentiellement sur le logement privé et parler de l'opportunité socio-économique, de la faisabilité financière du grand programme de rénovation énergétique des bâtiments qui se profile, dont on parle depuis longtemps et que Negawatt propose depuis le début de ses travaux. Vous le savez, le bâtiment est le premier secteur consommateur d'énergie, c'est le deuxième secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et outre les aspects environnementaux que je viens de citer, la forte consommation d'énergie du parc de bâtiments a des conséquences sociales. On a presque 7 millions de personnes en France qui sont touchées par la précarité énergétique, c'est-à-dire qui ne parviennent pas à un confort énergétique, confort thermique satisfaisant du fait de leurs revenus et de la piètre qualité thermique de leur logement. Donc, on parle d'un phénomène de masse, 11% de la population. Or, non seulement le secteur du bâtiment est très émetteur, mais c'est aussi un des secteurs où le potentiel de décarbonation est le plus élevé, où la voie pour décarboner est la plus claire. Donc, je vous rappelle par exemple que la France s'est donné l'objectif de la neutralité carbone à 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, notre pays ne doit pas émettre plus de carbone que ces écosystèmes en stock. Sur le secteur du bâtiment, la loi est encore plus précise puisqu'elle dit que d'ici 2050, le pays doit disposer d'un parc immobilier, donc encore plus que logement, tout son parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments ont été rénovés au niveau des normes bâtiments basse consommation ou assimilés. Donc d'ici 30 ans, tous nos bâtiments doivent avoir été rénovés à basse consommation. Et la loi parle de 500 000 logements par an. Donc ce matin, on ne va pas traiter d'un aspect qu'on a beaucoup traité déjà à Negawatt, c'est-à-dire le court terme, la microéconomie, comment on engage tout ça, comment on fait que les projets démarrent. Donc on va se projeter dans quelques mois, tout au plus dans quelques années, et on se dit que l'offre de rénovation tient déjà la route. Les artisans, les entreprises du bâtiment, tout le secteur du bâtiment est organisé, structuré. La demande monte en flèche et elle est notamment dopée par l'obligation de rénover avant 2040, puisque le président de la République s'y est formellement engagé en adoptant 146 des 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat, dont on salue la présence d'une des représentantes ce matin, puisque le président s'y est engagé et ça va se produire. Donc la demande va monter massivement. Et bien, comment est-ce qu'on va répondre à cette demande? 500 000, 600 000, 700 000 logements. Je vous ai dit qu'il y avait 500 000 logements à rénover dans la loi. Negawatt est plutôt à 700 000. Ce n'est pas exactement les mêmes chiffres, mais on voit que le sujet est le même, c'est-à-dire changer complètement d'échelle. Quand on multiplie ce nombre de logements à rénover par le montant unitaire, on arrive à quelque chose comme 25 milliards d'euros. Bon, on pourra discuter aussi, voir si c'est 20 ou 25, mais ce qu'on sait, c'est que c'est des volumes totalement différents de ce qu'on fait aujourd'hui, de l'ordre de 25 milliards d'euros par an pendant 30 ans. Et on va essayer de répondre ce matin à la question comment est-ce qu'on répond à cet enjeu, comment est-ce qu'on mobilise ces financements. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons deux intervenants, deux experts. D'abord, je vais présenter Nicolas Dufresne, que je remercie d'être présent. Nicolas, tu es haut fonctionnaire, économiste et directeur de l'Institut Rousseau. Et tu as tout récemment publié un ouvrage hautement recommandable, Une monnaie écologique, rédigé à deux mains, à quatre mains, avec Alain Grandjean.
C'est ça, bonjour. Et, bonjour, Merci pour Stéphane. l'invitation. Et nous avons également Olivier Sidler, très connu des spécialistes ou des gens qui suivent Negawatt, puisqu'il est compagnon Negawatt depuis fort longtemps. Il est fondateur du bureau d'études Enertech et spécialiste de renommée allez, européenne sur la rénovation énergétique. Et je vais commencer par me tourner vers Olivier pour qu'il nous rappelle le pourquoi de ces objectifs, leur cohérence entre eux, la logique de se tourner vers des rénovations complètes et performantes, avant qu'on se tourne ensuite vers Nicolas. Olivier, je te passe la parole. Avant qu'on passe à Olivier, si je peux me permettre, Raphaël, j'ai eu un commentaire d'un participant qui est sourd-muet et qui aimerait que tu parles un peu plus lentement. Donc, j'imagine que c'est une question un petit peu à tout le monde et de bien articuler. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, juste un point, parce que je voulais juste informer les participants. Donc, vous êtes très nombreux. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert les questions de manière publique. Les questions vont être prises, triées par Raphaël à l'oral. Et donc, elles interviendront plutôt après les interventions pour pas que ça perturbe tout le monde, tous ceux qui sont en train de parler et pour pas qu'il y ait deux discussions en parallèle. On espère qu'on arrivera à traiter le plus de questions possible, mais évidemment, vous pouvez reposer les questions ensuite. En plus, tout ceci est enregistré. Vous pourrez nous les envoyer et nous ferons notre mieux au secrétariat de l'ASSO pour vous répondre le plus vite possible. Effectivement, vous Voilà. êtes plus de 120. Donc, on parle doucement. Merci, monsieur, pour votre demande. Et toutes les questions à l'écrit. Olivier, je te passe la parole. Eh bien, bonjour et merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question qui est posée, il faut peut-être revenir justement aux objectifs que s'est imposé, c'est fixer la France de manière législative par des lois. Comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, la première obligation est celle d'avoir rénové l'ensemble du parc au niveau BBC, c'est-à-dire des niveaux de consommation assez proches de ce que sont les bâtiments neufs aujourd'hui, d'ici 2050. En gros, on va rénover tous les bâtiments construits avant l'an 2000. Pour faire très simple, il y en a 22 millions en 30 ans. Ça veut dire 700 000 logements par an. On a une deuxième contrainte qui est celle qu'a imposée la petite loi énergie, la loi énergie-climat de 2019, qui est que tous les logements de classe F et G doivent avoir été rénovés d'ici 2028, sans d'ailleurs préciser à quel niveau doit se faire la rénovation. Et puis on a en France une feuille de route, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, si on la traduit dans les termes du temps qui nous reste, c'est-à-dire qu'elle avait fixé un objectif pour la période 2015 à 2030, 370 000 logements par an au niveau BBC, ben, il ne reste plus que 7 ans et on n'a rénové que 180 000 logements au niveau BBC dans l'intervalle 2015-2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, selon cette feuille de route, nous devons rénover 600 000 logements par an. Alors la réalité est un peu différente. Dans les faits, on rénove actuellement, selon le baromètre Effinergie, entre 25 et 30 000 logements au niveau BBC chaque année. Mais la prime rénov' s'est vantée que 72% des demandes l'étaient pour un changement de chaudière. Et puis encore 13% pour des changements de fenêtres. Donc en gros, tout le financement actuel sert essentiellement à faire de la maintenance. Changer une chaudière, c'est de la maintenance, comme changer les pneus de sa voiture, c'est pas faire de la rénovation. On n'est donc pas du tout, mais alors pas du tout, sur la bonne ligne. La bonne ligne, c'est effectivement un programme qui sera ambitieux et qui visera plusieurs centaines de milliers de logements rénovés chaque année et au bon niveau de la performance, pas en changeant des fenêtres ou en mettant un peu d'isolant dans sa toiture. Donc il faut que ces choses-là soient absolument claires. Le plan de relance, puisqu'il est d'actualité, on ne peut pas nier que c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose qui va très peu changer le cours des événements. En gros, avec les montants qui ont été alloués, on va doubler le nombre de logements rénovés au niveau BBC, c'est-à-dire qu'il y en aura 60 000 au lieu de 30 000, et on parle de 600 ou 700 000 par an. Donc on voit que les choses ne vont pas changer avec ce plan de relance, malgré les montants qui ont été mis en œuvre. Alors très vite, qu'est-ce qui
cloche dans ce programme? À notre avis, il y a deux choses. La première, c'est le choix d'avoir proposé aux Français de faire des rénovations par étapes, par petits bouts, par morceaux, en fonction de vos envies. Un jour, c'est les fenêtres, un autre jour, c'est un bout de toiture, un bout de mur, etc. C'est, on va le dire très clairement, la pire des façons de rénover. D'abord parce que c'est la plus chère, elle coûte au minimum 25% plus cher que si on fait toutes les opérations d'une seule fois. C'est aussi une façon de procéder qui est très peu performante à cause de tous les liens qui existent entre les différents corps de métier qui ne sont pas satisfaits ou même complètement certaines tâches qui ne sont pas faites, comme probablement l'étanchéité à l'air ou le contrôle de la migration de vapeur. Et donc, on n'a pas du tout de bonne performance énergétique, on ne gagne pas assez d'énergie et donc on fait peu d'économies financières. Et donc, ce sont des projets très difficiles, mais même impossibles à rentabiliser sur le plan économique. Et puis, c'est aussi une façon de faire qui, dans notre jargon, tue le gisement. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais au bout de toutes les étapes qu'il faut faire, et même si on y allait, on irait de façon incomplète, si bien qu'en 2050, on ne sera pas du tout à l'objectif de réduction de gaz à effet de serre, de réduction des consommations d'énergie, qui sont absolument nécessaires pour la lutte contre le changement climatique. Cette façon de procéder a aussi un gros inconvénient, c'est qu'elle va engendrer ce qu'on appelle des pathologies sanitaires, notamment liées à la migration de vapeur. On va avoir des condensations, donc des moisissures, donc des phénomènes d'allergie pour les habitants qui habitent dans ces bâtiments-là. Et ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, il n'y a pas de financement. Il n'y a aucun financement prévu pour des travaux qui peuvent s'étaler comme ça sur 10, 20 ou 30 ans. Donc, les gens démarrent, mais ils n'arrivent pas à finir faute de financement. Puis enfin, c'est quand même une multiplication de la gêne, puisqu'il faut revenir plusieurs fois dans les logements. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux généraliser, et là, il faut que nous soyons très clairs, généraliser ce qu'on appelle la rénovation complète et performante, qui consiste à faire en une seule fois l'ensemble des travaux de rénovation concernant donc toutes les parois opaques, les toitures, les murs, les planchers bas, les menuiseries extérieures, c'est-à-dire les fenêtres, les portes-fenêtres, la ventilation mécanique qui sera obligatoirement double flux, c'est une question évidente quand on regarde l'économie que ça engendre, et puis le changement de générateur de chaleur. Voilà l'ensemble des tâches qu'il faut faire pour effectivement avoir une rénovation qui soit complète et performante. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est le point le plus important. Et il faut dire aussi que seule la rénovation complète et performante arrivera à juguler la question de la précarité énergétique parce qu'on mettra définitivement les usagers en situation d'avoir des très faibles consommations, quelles que soient les fluctuations du prix de l'énergie sur le marché international. C'est la seule façon de faire. Et ça, il faut en être tout à fait conscient. Le deuxième défaut, on va dire ça, la deuxième erreur, même, je n'ai pas peur de le dire, de la stratégie actuelle, c'est de procéder par incitation. On avait fait faire à Negawatt un benchmark par les étudiants de Sciences Po il y a 2 ans, et ce benchmark avait révélé quelque chose de très intéressant, c'est que tous les pays européens procédaient par incitation, c'est-à-dire on met dans le domaine public des aides, des subventions, tout ce que vous voulez, et puis chacun fait s'il a envie. En fait, les gens ne font pas. Ceux qui réussissent le mieux, ce sont les Allemands, avec beaucoup d'aide, avec de l'accompagnement. Ils ne rénovent que 30 000 logements au niveau BBC par an, alors qu'ils devraient en rénover 1 million tous les ans pour arriver en 2050. C'est-à-dire qu'avec l'incitation, ils n'atteignent que 3% de ce qu'ils devraient faire chaque année. C'est donc un véritable échec et c'est pareil pour tous les pays, sans aucune exception. Ça veut dire qu'on est contraint d'aller à l'encontre de ce que tout le monde considère comme une privation de liberté, c'est-à-dire qu'on va être obligé de rendre obligatoire la rénovation. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Le temps qu'on passe depuis plus de 10 ans à ergoter sur cette question est du temps perdu qui va être difficile à rattraper. Donc, nous devons rendre obligatoire la rénovation et seulement la rénovation complète et performante. Alors, c'est sûr que c'est contraignant et pour ça, il faut que ce soit acceptable par les Français. Les conditions
de cette acceptabilité, à nos yeux, elles sont au nombre de 3. Premièrement, il faut offrir, et c'est le point important, c'est le point de cette conférence, il faut offrir un financement intégral à tous les ménages sans exception. Ce financement, il pourra être fait par des prêts à taux zéro, on verra ça. Il peut être fait par des subventions, il peut être fait par un mélange des deux. Tout ça, ça sera ajusté par la suite. Deuxième condition, c'est qu'on aille vers un guichet unique. Aujourd'hui, on perd la moitié des Français qui veulent rénover leur logement uniquement parce que le dispositif mis en place est infiniment trop complexe et rebute absolument tout le monde. Il faut un spécialiste du montage financier pour y arriver. Et puis la troisième chose, ce qu'on souhaiterait, c'est que par ces prêts à taux zéro d'une durée à ajuster, on soit en capacité de faire gagner de l'argent, donc c'est une question d'équilibre en trésorerie, aux ménages, la plupart, pas tous, mais la plupart des ménages, dès la première année. Voilà le triptyque des choses que nous devons mettre en place. Et donc, les solutions pour y parvenir, très clairement, c'est l'obligation de rénovation complète et performante et des prêts à taux zéro, dont maintenant on va voir comment est-ce qu'ils peuvent être pourvus par l'État ou d'autres organismes, mis à disposition des Français. C'est du remboursement uniquement de capital. Si on tire sur la durée du prêt, on peut effectivement arriver à des conditions telles que les ménages gagnent de l'argent dès la première année. Voilà, je ne vais pas en dire plus, j'ai posé le cadre et maintenant on peut peut-être discuter de comment trouver ces financements. Merci Olivier. On reviendra vers toi tout à l'heure, peut-être pour nous préciser certains aspects du plan ou de ce qu'est une rénovation énergétique. Mais pour l'instant, je vais me tourner vers Nicolas Dufresne, que j'ai présenté, mais comme le nombre d'intervenants, le nombre de participants a encore cru depuis, je vais rappeler que vous êtes ou tu es haut fonctionnaire, économiste, directeur de l'Institut Rousseau et auteur du récent ouvrage Une monnaie écologique avec Alain Grandjean. Et la première question que je vais te poser, Nicolas, c'est peut-être de nous faire quelques rappels sur le financement de l'État, comment ces choses fonctionnent, ce qui nous permettra d'atterrir sur comment on peut utiliser ces financements de l'État pour nos sujets de rénovation énergétique. Très bien, merci, merci beaucoup Raphaël. Bonjour à tout le monde. Merci à Negawatt vraiment pour le travail que vous faites et qui est très utile aux décideurs publics et à tous ceux qui veulent réfléchir sur ces sujets. Je me permets très rapidement de dire un mot sur l'Institut Rousseau, dont en effet je suis le directeur, qui est présidé par Gaël Giraud, que certainement bon nombre de vos auditeurs connaissent, et qui est un nouveau laboratoire d'idées qui traite à la fois des questions de transition écologique, des questions institutionnelles et des questions sociales. Et donc, on se réjouit bien sûr de collaborer avec des spécialistes comme Negawatt. Voilà, alors sur les conditions, alors je rejoins parfaitement le tableau qui a été dressé par Olivier, et puis en effet sur les conditions de financement de l'État. Alors déjà, je partage une inquiétude. C'est vrai qu'on a parlé du plan de relance, donc on va avoir 2 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', 4 milliards d'euros pour les bâtiments publics. C'est très bien, ça va dans le bon sens, mais néanmoins, non seulement on n'est pas au niveau, en effet, de trouver 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année, et par ailleurs, est-ce que ces mesures vont être pérennes dans le temps? Est-ce qu'elles vont permettre à une filière de s'édifier, aux entrepreneurs de se projeter dans le temps suffisamment longtemps pour avoir envie de construire cette filière qu'on aurait dû certainement commencer à bâtir, à consolider des années en arrière. Alors là, je partage une petite inquiétude parce que notamment le ministre du Budget, donc Olivier Dussopt, a déclaré hier dans Le Monde que les mesures de la relance, je cite, devaient être des mesures ponctuelles, ciblées
et non pérenne pour ne pas alourdir la dépense publique dans les années à venir. Or, nous, ce qui nous préoccupe déjà, c'est qu'en effet, il faut qu'on crée de la visibilité pour les entrepreneurs, de la visibilité pour les particuliers, et donc qu'on s'engage sur un effort long, sur un effort de 20 ans, de 30 ans, peut-être même davantage, pour consolider cette filière. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Au niveau du financement, pas grand-chose, parce qu'en effet, la France emprunte aujourd'hui, hein, j'ai regardé les taux d'emprunt encore hier, à moins 0,5% à 5 ans, à moins 0,2% à 10 ans, et à peine à 0,5% sur 30 ans. Donc, les conditions financières de l'État sont aujourd'hui extrêmement favorables, et la règle d'or en économie, c'est d'investir dès que le taux d'emprunt est inférieur au taux de croissance et au taux d'inflation anticipé, puisque ça veut dire que si on emprunte pour investir à ce moment-là, mécaniquement, le ratio dette sur PIB diminue, et donc ça veut dire que la dépense publique, la dette publique est tout à fait soutenable. Alors, c'est ce qui devrait nous inciter à investir. Et il y a une deuxième raison qui devrait nous inciter fortement à investir, c'est qu'en investissant dans la rénovation énergétique des logements, qui est vraiment un des moteurs de la transition écologique. Tu l'as rappelé, Raphaël, au début, puisque le secteur est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Eh bien, en investissant massivement dans ce domaine-là, on va réduire les dépenses publiques que l'on consacre à d'autres domaines, alors à la fois des dépenses publiques et privées, hein, d'ailleurs, que l'on consacre à la santé, puisque l'absence d'isolation crée aussi des problèmes de santé publique. Ça va nous permettre aussi de réduire les dépenses liées aux pollutions, de réduire évidemment notre facture énergétique, de réduire notre déficit commercial, hein, puisque une grande part de notre déficit commercial est liée à l'importation de pétrole, et donc je pense aussi au fuel, et de réduire toute une série de dépenses privées qui pourront être réorientées et qui pourront être basculées sur d'autres dépenses, ce qui est positif pour l'économie, hein, ce qui conduira à libérer des dépenses énergétiques pour les redéployer dans d'autres domaines, voilà, en fonction, ça peut être l'éducation, la culture, peu importe, que sais-je, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais pour ça, il faut, comme Olivier le disait, un financement intégral qu'on supporte et qu'on accepte de mettre en place sur une durée longue et à des taux favorables. Ça nous permettra d'enclencher une spirale vertueuse également pour l'emploi, puisque, alors là, je m'appuie également sur les calculs qu'a fait Olivier pour Megawatt, puisque tu m'arrêtes si je me trompe, Olivier, mais tu dis que chaque milliard d'euros investi peut permettre de créer jusqu'à 12 000 emplois supplémentaires, ce qui, si on considère qu'il faut investir 20 à 25 milliards d'euros supplémentaires, crée vraiment des dizaines de milliers d'emplois, voire des centaines de milliers d'emplois supplémentaires. Et donc, on a là un parfait exemple de comment répondre à la fois à la crise sociale, à une réorientation des dépenses, et en même temps à retrouver la capacité de l'État de planifier une stratégie sur le long terme, de développer une filière, hein, ce qui a fait aussi la force de la France dans les 30 Glorieuses, c'était cette combinaison entre un volontarisme public et l'engagement d'acteurs privés. C'est cette alchimie-là qu'il nous faut aujourd'hui retrouver et qu'il faut développer. Et donc, Raphaël, arrête-moi si je vais trop loin, mais je pense qu'on a des outils publics qui peuvent nous permettre de le faire, hein. Donc, je ne sais pas si je peux en dire un mot dès maintenant. Bon.
Je t'entends pas, mais je crois que c'est une incitation à continuer. D'accord. Donc, en effet, on a des outils de financement. Alors, encore une fois, Olivier le rappelait très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs de financement qui existent, mais qui sont très, très éclatés. On a MaPrimeRénov', on avait le CITE, l'éco-prêt à taux zéro, des mécanismes de TVA à taux réduit, un programme, plusieurs programmes même de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, comme le programme Habiter mieux, qui est peut-être le programme le plus intéressant puisqu'il associe un haut niveau de subvention avec un dispositif de financement. On a des aides, évidemment, des obligés, des fournisseurs d'énergie à travers les certificats d'économie d'énergie, le chèque énergie. Bon, je passe pas tout en revue, mais vous avez compris l'idée. On a des dispositifs qui sont beaucoup trop éclatés, peu lisibles, et peut-être qu'il faudrait simplifier tout ça et rendre tout ça beaucoup plus clair avec, comme le disait Olivier, un dispositif qui associe des prêts à taux zéro et des subventions, sachant que le niveau de subvention doit être le plus élevé possible pour les ménages les plus modestes, pour que ça soit utile et intéressant financièrement pour les ménages les plus modestes de se lancer dans ces opérations-là. Donc, pourquoi pas la Convention citoyenne pour le climat a proposé des subventions jusqu'à 90%. Pourquoi pas aller jusqu'à 100% pour certains types pour certaines catégories, et on peut imaginer que plus on monte disons dans le niveau social, et plus on recourt à des prêts à taux zéro. Donc là, je salue quand même le fait que MaPrimeRénov' ait été élargie, c'est une mesure tout à fait récente, à l'ensemble des catégories sociales, alors que la politique du gouvernement depuis 3 ans avait été de resserrer vers les ménages les plus modestes, sauf que bon, 70% ou 60 ou 70% des opérations de rénovation sont sont effectuées par des ménages plus aisés. Donc là, cet élargissement est positif dans la mesure, effectivement, où il conduit à des rénovations globales et non pas à des rénovations geste par geste, étape par étape, dont on a vu qu'elles n'étaient pas efficaces. Alors, pour ça, il n'y a pas d'autre choix pour l'État. Alors, à la fois d'investir et donc d'emprunter, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres solutions, mais on peut imaginer d'autres solutions, je vais y venir après, d'accorder des garanties, notamment des garanties de prêt dans des conditions beaucoup plus larges qu'aujourd'hui, et notamment pour appuyer les programmes de l'ANA, de l'ADEME, de la BPI, où le niveau des prêts garantis a quand même eu tendance à baisser ces dernières années, et puis peut-être créer un organisme de diagnostic et de vérification, un peu comme en Allemagne, Olivier connaît ça mieux que moi, qui permet de fixer un cap, de fixer un objectif de rénovation pour ensuite conditionner les aides publiques à leur bonne réalisation, et donc à un niveau de rénovation globale qui soit performant. Voilà. Je pense qu'il faut aussi investir massivement dans la formation professionnelle. Là, évidemment, ce que je vais dire par la suite pour trouver les 20 milliards d'euros, ça ne marche bien sûr que si l'offre est en capacité de répondre à la demande. Et donc, Raphaël et Olivier le savent parfaitement, ça suppose une politique de formation très ambitieuse, puisqu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment est un secteur qui vieillit, et il faut donc inciter les jeunes, notamment, à aller vers ces métiers qui sont tout à fait nobles et vraiment extrêmement utiles pour la société, qui permettent d'ailleurs aussi de bien gagner leur vie. Et donc, il faut vraiment appuyer cet effort de formation pour que l'offre soit en capacité de répondre à la demande, faute de quoi tout l'argent
qu'on risque, qu'on souhaite investir de la demande pourrait être en partie perdue par une hausse des prix, donc par de l'inflation, si la demande excède de trop l'offre. Mais on n'en est pas là et pour l'instant, on a encore de quoi investir. Alors j'en viens peut-être très rapidement pour pas être trop long, à des solutions effectivement qu'on a présentées donc dans ce livre. Je ne sais pas comment le présenter. Voilà, c'est à l'envers, une monnaie écologique qu'on a écrit donc avec Alain Grandjean, qui est le président donc de la fondation Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui nous a fait le plaisir de nous préfacer d'ailleurs. Et donc notre diagnostic, c'était de dire comment trouver ces sommes fantastiques qu'il nous faut pour la transition écologique. Alors évidemment, les 20 milliards d'euros pour la rénovation énergétique en sont un des piliers centraux, mais on peut aussi penser à toute une série d'autres dépenses dans les transports, dans l'agriculture biologique, etc. Et le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, même à taux zéro, puisque ça fait 5 ans, depuis 2015, qu'on a des taux zéro aidés par la Banque centrale et sa politique de rachat d'actifs qui conduit les taux d'intérêt à atteindre un plancher historique, et ben même avec ces taux zéro, les États n'investissent pas plus. Donc ça c'est vraiment une interrogation qu'on a. Pourquoi les États n'investissent pas plus, même ce n'est pas le cas de la France, mais si on prend la moyenne des pays européens, sur la décennie 2010-2020, les États se sont désendettés, alors qu'ils pouvaient s'endetter à des conditions historiquement favorables. Donc, il y a une sorte de répulsion à investir, de répulsion à ce que l'action publique justement puisse servir de dynamisateur de l'action privée, qu'on puisse avoir un effet de levier sur les dépenses privées. Et ça nous conduit à penser que peut-être que l'outil budgétaire ne suffit pas, même si on pourrait l'utiliser bien davantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il faudrait peut-être utiliser aussi le levier monétaire. Et donc, le levier monétaire, ça peut passer à traité constant sans rien changer par les banques publiques d'investissement. Il faut savoir que grâce à l'effet de levier, à chaque fois qu'on donne par exemple 1 milliard d'euros à une banque publique d'investissement, elle est en capacité d'en prêter ou d'en investir 8 à 10 supplémentaires. Donc il y a un effet de levier très important, donc ce n'est pas de l'argent perdu, bien au contraire, ça crée de la richesse. Et puis si vraiment on voulait aller au-delà et pérenniser, comme on l'a dit, cet effort budgétaire intense de 20 milliards d'euros pour la rénovation énergétique et de 50 à 70 milliards d'euros pour l'ensemble de la transition écologique chaque année, eh bien, on pourrait utiliser la création monétaire de la Banque centrale. Ça nécessiterait, vous le savez aujourd'hui, l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit le financement des États, mais il permet à la Banque centrale de financer des fonds particuliers ou des banques publiques d'investissement, alors dans des conditions de marché. C'est pour ça qu'il faudrait réécrire un tout petit peu l'article pour que ça soit hors des conditions de marché et qu'on puisse avoir un financement pérenne de ces dépenses sur la durée, vraiment par une injection directe de monnaie de la Banque centrale sur des fonds ad hoc, sur des banques publiques d'investissement, et ça nous permettrait d'avoir cette dépense. On peut même imaginer, et certains le recommandent, d'ailleurs, d'autres économistes le recommandent, qu'il soit possible pour la Banque centrale de financer directement les particuliers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Vous avez certainement entendu parler du terme, c'est-à-dire l'idée que la Banque centrale puisse déverser de la monnaie. Alors nous, dans le livre, c'est pas le parti qu'on prend parce qu'on souhaite plutôt avoir une création monétaire qui soit vraiment ciblée sur des dépenses de transition écologique. Mais on pourrait imaginer un mix des deux solutions et on a une technologie aujourd'hui, on commence à développer ce qu'on appelle des monnaies digitales de banque centrale qui devraient permettre très rapidement
si on le voulait bien, bien sûr, parce qu'il y a des oppositions, notamment de la part des banques privées, d'ouvrir des comptes pour les particuliers à la Banque centrale, ce qui permettrait à la Banque centrale de créditer directement des dépenses qui soit ciblé, par exemple, pour dire, voilà, on crédite votre compte pour financer, dans le cas qui nous occupe, une rénovation globale de votre logement et donc faire des économies d'énergie. Grâce aux monnaies digitales de Banque centrale, ça peut être bientôt une solution possible et tout à fait révolutionnaire. Alors, on n'en est pas là parce que pour l'instant, il y a une résistance, bien évidemment, des banques privées, parce que vous comprenez bien qu'elles auraient beaucoup à y perdre, mais c'est une piste que beaucoup commencent à explorer, dont moi-même, et qui peut offrir vraiment des opportunités majeures pour financer la transition. Voilà, je vais peut-être pas être plus long pour l'instant, mais merci, je pourrais revenir sur tous ces points. Merci beaucoup, Nicolas, et beaucoup d'informations dont la plupart sont un peu nouvelles dans nos cercles. Je vais peut-être poser une question à Nicolas avant de prendre certaines. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions du chat. Je rappelle à ceux qui sont arrivés tard qu'on ne peut pas prendre de questions orales. Vous êtes 140 participants. Et on prend les questions du chat. Je serai obligé de trier un petit peu. Au total, il y en a 44, donc on ne pourra pas poser 44 questions. Mais je vais essayer de les trier. Je voulais quand même en poser une à Nicolas parce qu'il nous a expliqué beaucoup de choses sur les leviers budgétaires, monétaires, sur la manière dont les grandes institutions peuvent apporter de la ressource. Mais en tant que particulier, puisqu'on parle surtout de logement privé, on a du mal à voir comment on connecte mon petit projet individuel et la Banque centrale européenne, la BEI ou d'autres acteurs qui sont éloignés. Comment on crée le lien entre des projets à montant élevé, à quelques dizaines de milliers d'euros, et à montant pas très élevé, et ces grandes institutions qui manipulent plutôt du milliard. Oui, absolument. Alors, effectivement, il faut avoir en tête que même si dans l'avenir, comme je l'ai dit, les banques centrales pourraient gérer des comptes, ouvrir des comptes à des particuliers, les gérer, ce qui était d'ailleurs, ça existait auparavant, jusqu'en 1999, par exemple, la Banque de France gérait des comptes de particuliers. Et notamment, et ça a perduré un petit peu avec le compte de ses propres salariés avant d'être aboli. Il faut imaginer bien sûr que les circuits de dépenses ne seraient pas gérés bien sûr par la Banque centrale dont ce n'est pas le métier, mais pourraient passer par des agences particulières, des agences publiques. Pourquoi pas l'instruction des dossiers, par exemple, pourrait se faire par l'Agence nationale pour l'habitat, par l'ANA, ou par l'ADEME dans d'autres domaines. Et ensuite, cette remontée de dossiers créerait un volume d'ensemble et ce volume d'ensemble serait refinancé par la Banque centrale jouant le rôle de pourvoyeuse des fonds, mais bien sûr n'étant pas équipée pour recueillir à elle l'ensemble des dossiers des particuliers. Donc il faudrait évidemment des intermédiaires qui existent déjà et qu'il serait certainement utile de renforcer. On parle beaucoup de guichets uniques pour les particuliers. Ça peut être l'intermédiaire utile et nécessaire pour les dossiers individuels. Alors, peut-être que guichet unique, ça peut nous emmener vers les questions de certaines questions des participants. Olivier ou Nicolas, on a des personnes qui nous interrogent justement sur un guichet unique qui vient d'être fait en Occitanie. Le terme guichet unique, on l'entend souvent. Qu'est-ce que ça peut recouvrir? Quel format de guichet unique il nous faudrait dans ce programme de rénovation énergétique? On peut faire commencer Olivier et faire compléter par Nicolas? Oui, volontiers. Le guichet unique, c'est pour résoudre le problème actuel des guichets multiples, vraiment multiples. Aujourd'hui, on va jusqu'à déposer 6 dossiers, 8 dossiers même. On a des temps d'attente sur les réponses qui peuvent être jusqu'à 15 mois. C'est-à-dire que c'est compliqué, on dit même kafkaïen, incertain, très long. Et il faut un conseiller spécial. Je crois que personne n'est capable de monter seul son dossier de financement pour un projet de rénovation. Tout ça, ça ne marche pas du tout. Dans un pays comme le nôtre, c'est même incompréhensible qu'on ait pu aller jusqu'à un niveau de complexité comme celui-ci. Le guichet unique, et c'est pour ça que l'idée du prêt
à taux zéro qui viendrait de l'État ou de l'Europe serait une solution qui permettrait facilement d'atteindre ce guichet. C'est-à-dire qu'il y a un seul point de contact pour déposer la demande de financement. On parle bien de financement, hein. Ça peut être du prêt à taux zéro et ça peut être de la subvention, mais il y a un endroit unique où tout sera fait avec une seule demande. Et je vais un peu plus loin. On a connu dans les premières rénovations de maisons individuelles, de particuliers, je ne parle pas de promoteurs sociaux par exemple, on a connu des cas où les gens qui avaient le financement devaient faire l'avance du coût des travaux, et bien nombreux étaient ceux qui n'étaient pas en capacité de faire cette avance, les remboursements ayant lieu parfois jusqu'à 2 ans après. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que dans le guichet unique, on ait en plus une fonction supplémentaire qui est le financement arrive au début des travaux. Et les gens n'ont pas à ce moment-là à débourser quoi que ce soit. Je voudrais juste peut-être ajouter quelque chose à ce qu'a dit Nicolas, parce qu'il est tellement dans son sujet qu'il y a peut-être… Quand il dit que l'argent qui peut être confié à une banque, la banque a un effet démultiplicateur, c'est en fait qu'une banque, quand elle vous prête 100 €, n'a besoin d'en avoir que 8, je crois, en compte de dépôt. Et les 92 autres euros sont une création monétaire, une création de monnaie scripturale, mais qui va être remboursée quand vous allez rembourser le prêt, c'est-à-dire que ce n'est pas inflationniste. Tu peux peut-être préciser ça, Nicolas, c'est extrêmement important. Les gens pensent que quand il y a une création de monnaie, ce qui est courant tous les jours, les banques créent de la monnaie, mais c'est de la monnaie qui s'efface au fur et à mesure, cette création s'efface au fur et à mesure que les prêts sont remboursés. Ça semble important, sinon on va partir dans cette idée qu'on va créer de l'inflation dans tous les sens, ce qui n'est pas du tout le cas de ce que j'ai pu comprendre. Oui, alors en effet, tu as parfaitement raison. En fait, c'est même une banque crée 100% en fait de la monnaie qu'elle prête, mais effectivement, comme tu le dis, elle doit avoir des exigences de fonds propres à hauteur d'environ 7 à 8% avec les règles de Bâle III, qui fait que lorsqu'elle dépasse lorsque son bilan devient trop important pour ses fonds propres, elle n'a plus le droit, théoriquement, de créer davantage de monnaie. Mais en effet, lorsqu'une banque vous accorde un prêt, elle ne prête jamais l'argent des autres déposants. Elle crée toute la monnaie qu'elle vous prête. C'est le propre des banques qui sont aujourd'hui dotées du pouvoir de création monétaire. Alors, l'autre institution et alors effectivement, les banques publiques d'investissement, c'est pareil. Quand elles créent aussi de la monnaie quand elles accordent un prêt, sauf qu'il faut qu'elles se refinancent instantanément. Enfin, ça, c'est un peu compliqué parce qu'elles n'ont pas de dépôt du public, mais bon, en tout cas, ça marche pareil. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un effet de levier de l'argent public qu'on investit vers la dépense privée qui peut en effet être remboursée. Après, quand j'évoque la Banque centrale, qui elle aussi a une capacité de création monétaire, effectivement, quand elle achète des titres publics, par exemple aux États, sur le marché secondaire, parce qu'elle ne leur achète pas directement, ça passe par les banques une nouvelle fois, les États vont ensuite rembourser l'argent de ce titre public, de cette obligation publique, y compris quand le titre a été racheté par la Banque centrale. Donc, ce n'est pas gratuit. Il y a toujours en effet un remboursement qui détruit la monnaie qui a été initialement créée. Maintenant, j'espère ne pas te décevoir, mais on peut aussi imaginer des canaux, c'est ce que j'imaginais, c'est ce qu'on imagine notamment avec Alain Grandjean pour financer la transition écologique, où on distribuerait ce qu'on appelle de la monnaie libre, c'est-à-dire de la monnaie qui n'aurait pas été créée par de l'endettement préalable. Alors là, effectivement, on rajouterait de la masse monétaire dans l'économie pour financer des projets de rénovation énergétique, d'agriculture bio, etc. Et on partirait du principe que leur utilité sociale justifie cette augmentation de la masse monétaire, mais qui n'est pas toujours inflationniste, parce que par exemple,
Je prends un exemple très concret. Si aujourd'hui, les produits bio, par exemple de l'agriculture bio, sont en moyenne beaucoup plus chers que les produits issus de l'agriculture intensive. De la création monétaire libre, comme on envisage, qui viendrait subventionner des exploitations bio, par exemple, pourrait conduire à une baisse des prix. Et ça peut être la même chose dans, peut-être, je parle sous ton contrôle, dans le domaine de la transition, de la rénovation énergétique et du bâtiment, ou peut-être certaines opérations qui aujourd'hui coûtent cher ou trop cher et qui ne sont donc pas faites par les entreprises, par les collectivités, par les ménages, avec un haut niveau de subvention, pourraient du coup s'avérer moins cher. Il faudrait un contrôle public, des contreparties, une agence publique comme on évoquait tout à l'heure, et peut-être que ça peut conduire aussi à une baisse des prix, paradoxalement. Voilà. Je comprends donc un mélange de subventions, de prêts et une intervention de l'État par la subvention du prêt et de la garantie, parce que si je ne me trompe pas, un taux, ça va être l'addition du coût du refinancement, dont on comprend qu'il est très faible, mais aussi du coût de la distribution et du coût du risque. Absolument. Tout à fait. Je vais prendre quelques questions. Il y en a une qu'on a commencé à aborder donc sur les guichets uniques. Vous demandez notre avis en Occitanie. Donc, je pense qu'en Occitanie, c'est l'Agence régionale de l'énergie et du climat qui crée une société de tiers-financement qui correspond à ce qu'a décrit Olivier, c'est-à-dire la solution technique et le prêt et les subventions en un guichet unique. Caroline Dubois aussi évoque ce sujet du tiers-financement. Ça correspond à ce qui est décrit, sauf que ça n'existe que dans quelques régions, en Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Alsace, au Grand Est, pardon. On va prendre, alors on a pas mal de questions techniques qui sont un petit peu en marge de l'atelier du jour, mais Olivier, tu n'y couperas pas. C'est des questions qui sont un peu habituelles, mais je pense qu'on ne peut pas les éluder. Il y en a énormément. D'abord sur la rénovation complète et performante, c'est bien, mais dans plein de cas, on ne peut pas. Bâtiment à caractère patrimonial, contraintes de surface à l'intérieur, contraintes de hauteur qui empêchent d'isoler ou de mettre de la double flux, etc. Donc, comment on répond à ça, notamment sur le caractère patrimonial, meulière, haussmannien? Alors, bien sûr qu'il y aura toujours des cas particuliers dans lesquels on ne pourra pas faire tout ce qu'on voulait. On restera souple sur ça. Ce qu'il faut, ce n'est pas considérer quand même le haussmannien comme un cas courant en France. Ça concerne quand même seulement le centre-ville de quelques grandes villes de France. Ce n'est pas général. Donc, si de la même façon, je n'ai pas l'intention de rénover le château de Versailles. Donc, s'il y a je parle quand même de peu de logements qui sont dans des situations où il n'y a pas de solution, on passera outre. Mais enfin, il faut savoir quand même qu'il y a un tas de solutions techniques alternatives qui permettent d'y arriver. En général, les quartiers haussmanniens sont aussi des quartiers où le mètre carré coûte cher, ce qui veut dire qu'en théorie, c'est vrai qu'il faut réduire la surface d'emprise au sol quand on fait une isolation par l'intérieur, ce qui semble être la norme puisque par l'extérieur, c'est interdit. Mais par voie de conséquence, le coût de l'isolant peut être relativement élevé vu le gain lié à la surface qui sera gagnée, la surface habitable qui sera gagnée. Et je rappelle qu'il existe aujourd'hui des isolants sous vide qui sont commercialisés, qu'on peut utiliser. Un isolant sous vide, avec 3 cm d'isolant sous vide, on a l'équivalent d'un bon isolant classique de 15 cm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on est capable de ne pas trop manger sur la surface intérieure. Il faudra bien l'accepter. La question est quand même que face à nous, les risques du changement climatique sont quand même infiniment plus graves que la perte de patrimoine, de valeur patrimoniale, d'un certain nombre de logements déjà relativement chers, hein, donc leurs propriétaires n'ont pas trop à se plaindre. Je pense qu'il y aura des choix à faire et c'est vrai qu'on ne va pas gagner à tous les coups, tous. Bon. Et même sur la ventilation double flux, il y a des solutions alternatives qui existent, il y a des solutions pièce par pièce qui peuvent se faire aujourd'hui. Il y a jusqu'à présent tous les cas de logement que j'ai personnellement eu à traiter ou qu'on a eu à traiter dans le cadre de l'opération de formation d'Aurélie, on a toujours pu aller jusqu'au bout des rénovations complètes et performantes avec de la souplesse. Par exemple, lorsqu'on ne peut pas isoler un plancher bas sur un terre-plein, eh bien, on pratique une isolation verticale à la périphérie qui limite,
c'est pas aussi bon, bien sûr, mais qui limite. Voilà. Le tout, c'est de bien vouloir faire les choses le mieux qu'il est possible de faire et pas en cherchant en permanence tout ce qu'on pourrait trouver pour éviter de faire la rénovation. Voilà, si tout le monde met de la bonne volonté, on trouvera toujours des solutions. Techniquement, il existe beaucoup de voies possibles. Allez, il y en a une que je vais t'épargner, je vais répondre. Quelle classe thermique rénovée? Toutes, sauf ce qui a été construit récemment, à quelque chose près dans le scénario Négawatt. Et d'ailleurs, dans la loi, tout le parc de bâtiments doit être au niveau BBC ou équivalent. BBC ou équivalent, c'est ce qu'on construit à peu près depuis 2012. Donc, ça veut dire que tout le reste, à peu près, doit être rénové. Évidemment qu'il n'y a pas la même urgence pour un bâtiment construit en 98 que pour un bâtiment construit dans les années 50 ou 60. Mais à terme, il faudra que tous les bâtiments qui ne sont pas au niveau qu'on appelle réglementation thermique 2012 soient rénovés d'ici 2050. Tu valides, Olivier? Oui, tout à fait. Pratiquement, on n'ira quand même pas toucher les classes A et B qui sont considérées comme à peu près au bon niveau, parce que là, quand même, la rentabilité serait quand même très, très réduite. Certains nous demandent si tu as dit qu'il ne fallait pas le faire par morceaux, et certains disent, mais quand même, si on fait une rénovation par étapes, mais planifiée dès le début, est-ce que ça peut marcher? Alors, ça peut marcher, mais pas comme on l'entend, c'est-à-dire que si on le fait, ça va dépendre du nombre d'étapes qui vont être mises en œuvre. Si on fait 5 ou 6 étapes, c'est-à-dire que ça peut durer 20 ans, eh bien, la consommation du parc de bâtiments sera, je crois, 2,7 fois plus élevée que si on les faisait en une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas très bien dans une rénovation qui est faite sur une durée aussi longue. Encore une fois, c'est beaucoup les interfaces, mais ce n'est pas que les interfaces. En gros, dès qu'on va dépasser 3 étapes, ça devient impossible d'atteindre le résultat en 2050. Et même à 3 étapes, c'est extrêmement complexe. Et dans ces cas-là, il faut même que lors de la première étape, il y ait plusieurs travaux mis en œuvre qui soient parmi les plus massifs en termes de performance. Voilà. Donc, oui, les étapes peuvent fonctionner, mais pas beaucoup d'étapes, pas plus de 2, on va dire, les choses comme ça. 3, c'est vraiment maximum. Et avec beaucoup de soins dans la planification, beaucoup de soins dans la mise en œuvre et les interfaces, c'est-à-dire je m'arrête là, mais la prochaine fois, il faut que je reprenne là. Et là, c'est des deux parties qui doivent absolument se parler pour pouvoir donner un bon résultat. Donc, c'est toujours très risqué et je le rappelle, toujours plus cher. Et à ma connaissance, il n'y a pas de financement pour des choses qui durent autant d'années. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Les propriétaires vont devoir apporter de l'argent par eux-mêmes. En général, c'est là que ça coince. Donc, pas impossible, mais plus cher, plus compliqué et moins performant. On a aussi une question sur la démolition-reconstruction versus la rénovation en termes de gaz à effet de serre. Olivier, je pense que c'est du classique. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui a été analysé, étudié depuis longtemps. C'est bien préférable sur le plan des gaz à effet de serre, sur le plan même de l'énergie grise, de rénover des bâtiments qui sont existants plutôt que d'en construire d'autres. Sur ça, il faut être très clair. Ceci dit, il y a quand même des bâtiments, des logements, j'en ai vu, dont on peut à peu près plus rien tirer ou dont les travaux de rénovation vont coûter tellement cher qu'il vaut peut-être mieux effectivement les démolir. Il faut savoir qu'en France, de manière constante depuis des dizaines d'années, on démolit 30 000 logements par an. On en construit 300, 350 000. Et c'est d'ailleurs un fait important. Les gens disent souvent, comme on construit 300 000 logements par an et qu'il y a 30 millions de logements, dans 100 ans, on aura rénové tout le parc. Ce n'est pas vrai. On a grandi la taille du parc. Et comme on en démolit 30 000 par an, il faudrait 1000 ans pour avoir rénové l'ensemble du parc. Donc voilà, c'est important de bien comprendre qu'il faut rénover tous les bâtiments qui existent et que c'est bien plus intéressant sur le plan des émissions de gaz à effet de serre et sur le plan de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie investie dans la construction, dans la fabrication des matériaux, quand on pratique en rénovation plutôt qu'en construction neuve. Merci. Il y a Anne Giraud que je salue qui nous précise que l'Agence parisienne du climat a organisé une conférence financière avec les différents acteurs pour évoquer tous ces sujets dont on trouve les actes en ligne. Et moi, je voulais poser une question caricaturale à Nicolas.
si l'argent est si accessible, disponible au niveau des États, est-ce qu'on ne se complique pas la vie en demandant aux particuliers, aux maîtres d'ouvrage de financer? Est-ce qu'on ne demande pas à l'État de mettre 25 milliards par an? Ou est-ce que quand même la recherche d'un optimum entre argent public et argent privé a du sens? Bon, moi, je suis quand même assez partisan du fait que la ressource financière publique, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, n'est pas rare. Au contraire, elle est en ce moment très abondante. Et encore une fois, ce que dépense l'État, c'est ce que ne va pas dépenser les particuliers, ce qui leur permet de dépenser ailleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur la réorientation des dépenses. Je pense en effet que des ménages modestes, par exemple, auraient plus intérêt à investir davantage peut-être dans l'éducation, dans les loisirs, peut-être dans les voyages. Et beaucoup de ménages ne partent pas en voyage ou en vacances, tout simplement. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment des réorientations de dépenses qui sont possibles. Et pour l'État, si vous voulez, c'est pas très important, puisque tant que la dépense publique permet d'alimenter une croissance économique, alors si possible le plus verte possible, même si on peut discuter sur la croissance verte, enfin, ce n'est pas l'objectif ici, mais en tout cas qui servent à un développement durable, eh bien, au final, c'est de l'argent qu'il récupérera, parce qu'il le récupérera sur le bénéfice des sociétés qui feront les travaux, il le récupérera sur la TVA, il le récupérera sur l'impôt sur le revenu, il le récupérera sur la TVA des dépenses qui seront consacrées ailleurs. C'est pour ça qu'il y a vraiment un effet d'entraînement de l'investissement public qui est très important. Et même des organismes comme le FMI ont montré récemment que ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire l'impact d'1 euro de dépenses publiques sur l'activité d'une société qu'on estimait auparavant, déjà on l'estimait positif, on l'estimait auparavant entre 1,5, 2 maximum. Ils viennent de réviser leur publication, ils estiment qu'aujourd'hui c'est entre 2 et 4. Donc ça veut dire que ce qu'on investit aujourd'hui rapportera 2 euros publics ou 4 euros publics dans l'avenir. Donc ce n'est pas un problème. Maintenant, il y a une question de justice sociale et c'est peut-être là-dessus qu'il faut en effet faire attention et considérer que des ménages très aisés ont peut-être beaucoup moins besoin de subventions pour conduire leurs travaux de rénovation globale, surtout s'il y a en parallèle une obligation à faire ces travaux. C'est ce qu'Olivier commençait à évoquer tout à l'heure, de passer d'une logique d'incitation à une logique d'obligation, et je suis parfaitement d'accord. Et dans ce cas-là, on peut s'arranger, et on a tous les outils financiers pour le faire, pour avoir des prêts à taux zéro, mais on n'aura pas évidemment le même niveau de subvention pour un ménage qui gagne plus de 100 000 euros par an que pour un ménage qui gagne 20 000 euros par an. C'est évident. Voilà. Mais pour ce qui est des subventions et donc de l'argent public qu'il convient de mettre sur les ménages les plus modestes, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on peut très largement, bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui, bien plus que les 2 milliards d'euros du plan de relance, investir massivement de l'argent public. Ça sera positif pour nos économies et donc ça sera positif pour les dépenses publiques au final. Donc, pas tout à fait illimité parce qu'il y a quand même les questions de justice sociale, mais on peut aller beaucoup plus loin. Absolument. On a pas mal de questions sur la méfiance, voire la défiance vis-à-vis des artisans. Beaucoup disent, mais les artisans risquent de partir avec mes subventions, fiabilité des artisans, harcèlement par les artisans au téléphone, par les entreprises de certificats d'économie d'énergie. Donc, bon, là, au moins, normalement, c'est résolu puisqu'il est devenu interdit de faire du démarchage téléphonique sur ces sujets-là. Mais en tout cas, on voit qu'on a clairement un sujet de fiabilité et de confiance dans les artisans. Paradoxalement, il y a une autre personne qui dit qu'il faut faciliter l'accès, il faut qu'il soit plus facile d'être RGE, donc d'être reconnu garant de l'environnement.
Est-ce qu'Olivier, tu as un commentaire ou des propositions sur la manière de fiabiliser la qualité du travail des artisans et la confiance que les gens ont en eux? Alors d'abord, le harcèlement, on va l'appeler ça comme ça, le harcèlement téléphonique est interdit, mais il continue. Moi, j'ai toujours des appels. Donc la règle, c'est déjà de ne jamais, absolument jamais répondre à une sollicitation qui aura été faite par téléphone ou, dans le fond, ça pourrait être du porte-à-porte, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Toute sollicitation de cette nature, il faut l'éliminer. Deuxièmement, sur le RGE. Le RGE, il a bien été analysé, il pêche quand même pas mal, justement, dans sa première version, celle jusqu'à aujourd'hui, parce que justement, c'était une sorte d'agrément, de label, qui était relativement facile à obtenir, c'est du moins ce que les artisans nous ont toujours dit, et même ils disaient que ça coûtait cher et qu'ils n'apprenaient pas grand-chose. Donc c'est un agrément qui est nécessaire, mais c'est un agrément qu'il faut renforcer et dont les contrôles, d'ailleurs, vont être renforcés. Ça vient de paraître. Hein. Les artisans qui sont RGE vont subir beaucoup plus de contrôles. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est-à-dire que des opérations qu'ils auront faites, performantes, soi-disant performantes, seront contrôlées par des experts et on verra si dans leur agrément est maintenu ou pas. Ça me semble absolument nécessaire. Après, sur la confiance que les Français ont ou n'ont pas envers les artisans, c'est un gros problème. C'est un problème qui est très gênant parce qu'effectivement, si la confiance n'est pas là, les travaux ne se feront pas. Il faut que les artisans acceptent d'entrer dans des programmes de formation parce que contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne maîtrisent pas tout le savoir-faire pour ce qui est spécifique en matière de rénovation. Il y a quand même des choses très particulières. Une des plus importantes et source de très grosses pathologies, c'est la migration de vapeur, qui est maîtrisée par vraiment pas grand monde. C'est un point qui est extrêmement important et qui doit être absolument maîtrisé par les artisans. Mais il faut aussi que les artisans, désolé d'être très direct, mais jouent un peu avec les aides que les particuliers, dont les particuliers peuvent bénéficier. On sait très bien que le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique, a été en partie torpillé par deux catégories d'artisans qui prenaient l'aide à leur compte et qui en fait facturaient aux particuliers ce qu'ils auraient payé s'il n'y avait pas eu d'aide. C'est dramatique, c'est désastreux. D'abord, ça tue la politique publique et deuxièmement, ça crée un niveau de méfiance, de défiance entre l'artisan et les particuliers qui est majeur. Voilà. Donc, nous, on invite vraiment à travers ce qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a mis en place, qui est cette formation d'Orémi, qui est une formation dédiée aux artisans pour leur apprendre à travailler en groupement, à travailler en confiance et en établissement des tiers de confiance qui vont accompagner les projets. On espère qu'une voie nouvelle sera engagée et que les artisans, effectivement, commenceront à travailler d'une manière que les particuliers pourront accepter parce qu'effectivement, ils auront confiance dans ce qui se passe. Il y a vraiment un gros travail à faire et je pense que ça passe par des formations très, très, très différentes de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Voilà. Merci. On a aussi une question sur un sujet qui revient régulièrement sur la logique d'industrialisation, donc moins artisanale, mais plus industrialisée, avec notamment la solution qui vient des Pays-Bas qui s'appelle Energy Sprong, E égale 0. Olivier, plutôt, je pense, as-tu un avis là-dessus? On ne peut que souhaiter qu'il y ait plus d'industrialisation. Mais là aussi, alors autant, soyons clairs, dans des immeubles de grande hauteur comme on en a fait, on peut industrialiser énormément. On peut avoir numériser toute la façade. Les hauteurs d'étage ne sont pas toujours au centimètre près les mêmes, mais on peut avoir des cotes absolument parfaites. Tout ça peut être préfabriqué en usine et on peut faire des rénovations d'immeubles de grande hauteur très, très facilement et beaucoup moins cher. On l'a fait, quand j'étais bureau d'études, on l'a fait. Et on a des prix qui sont très bas. On a fait des rénovations en faisant passer des immeubles de classe G à classe A pour 270 € hors taxe du mètre carré habitable. Donc ça se fait déjà, il faut que ça se fasse de plus en plus. Sur la maison individuelle, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai à peu près jamais vu, sauf dans des lotissements de 1000 logements comme ça existait dans les années 70, où là, il y a effectivement de la préfabrication possible. Mais sinon, dans toutes les maisons que j'ai pu faire et suivre avec les artisans, j'ai rarement vu de possibilité de préfabrication. Enfin, l'opération Energy Sprong, on ne peut que l'encourager.
il faut qu'elle progresse encore. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est encore très très cher, beaucoup plus cher que ce qu'on fait quand on pratique avec les artisans. Mais tout ça va dans le bon sens, c'est clair, rien ne doit être exclu. Merci Olivier. On va bientôt approcher de la fin. Je voulais quand même souligner une question. Où trouver de l'info sur les solutions techniques? Parce qu'il y a plein de questions techniques que je n'ai pas relayées parce qu'elles sont souvent, elles relèvent souvent de cas individuels et qu'il y en a, on est quand même maintenant à 98 questions. Mais il y en a une qui pourrait résumer les autres. Où trouver de l'information sur les solutions techniques? Où pouvez-vous me renvoyer? Alors, est-ce qu'on parle de ce qu'on appelle les STR, les solutions techniques de rénovation? On peut commencer par ça, je pense, Olivier. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces solutions techniques de rénovation? C'est quelque chose qu'on a mis au point à Enertech, le bureau d'études dans lequel j'étais, déjà il y a plus de 10 ans, qui consistait à dire, au lieu de faire des calculs généralement assez faux, qui sont compliqués, mais qui ne conduisent pas à un résultat très fiable, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver par des outils de calcul beaucoup plus sophistiqués, comme la modélisation dynamique, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des combinaisons de solutions sur les différentes résistances qu'il faut mettre en œuvre dans les murs, la toiture, le plancher bas, les menuiseries, etc. Comme ça l'a été dans la réglementation de la construction neuve à partir de 1988. Il y avait des exemples de solutions. Et ce sont ces solutions techniques de rénovation, il y en a une dizaine qui combinent ces différentes possibilités et qui conduisent systématiquement à des consommations très basses qu'on a pu vérifier puisqu'on l'a mis en œuvre avec les artisans à chaque fois. C'est la technique qui est utilisée, il n'y a pas de calcul, ils savent le faire comme ça de façon très simple. Et on a effectivement des bâtiments, des logements qui consomment aujourd'hui 40 kWh par mètre carré par an, d'ailleurs pour 3 usages. Donc ça fonctionne bien. Alors, je pense que ça doit être disponible sur le site de Doremi, dont je n'ai pas l'adresse mail. Moteur de recherche, les gens trouvent. Voilà, c'est ça. Ça doit aussi être disponible sur le site du bureau d'études Enertech. Là aussi, il faut chercher. Et cette question me laisse penser qu'il faut qu'on les mette de façon plus explicite sur le web, ce qu'on va faire dès lundi. C'est promis. Si sur ces deux sites, vous ne trouvez pas, on va s'en charger. Donc, une petite recherche sur le moteur de recherche de votre choix, solution technique de référence, De rénovation. solution technique de rénovation, et vous trouverez ça. Et il y a aussi une ou deux questions sur le confort d'été, évidemment, en précisant déjà qu'on ne fait pas d'économie sur le confort d'été, on fait du gain confort. On fait éventuellement de l'économie de dépenses futures si on se dit qu'il aurait fallu d'ici 5-10 ans s'équiper d'une climatisation. Mais donc, sur le confort d'été, est-ce que vos solutions sont résilientes, tiennent la route avec un climat qui se réchauffe et des étés qui sont plus difficiles à tenir? Et est-ce qu'économiquement, ça passe aussi avec cette dimension confort d'été? Alors, dans les bâtiments, dans les logements anciens, on a des surfaces vitrées qui sont entre guillemets raisonnables. Et jusqu'à présent, toutes les rénovations qu'on a faites, sans aucune exception, conduisent à une amélioration des conditions du confort d'été, un abaissement des températures intérieures lié au fait qu'une partie de la chaleur l'été fait le chemin inverse de la chaleur l'hiver, c'est-à-dire au lieu de sortir du bâtiment, elle y rentre par les parois, par les baies vitrées, etc. Le fait d'avoir isolé, d'avoir mis des résistances thermiques plus importantes, fait qu'il y a moins de chaleur qui pénètre de l'extérieur vers l'intérieur. Et la ventilation double flux, il faut le dire, permet de réduire aussi de 2 à 3 degrés, ça c'est ce que les occupants nous disent, la température à l'intérieur des logements. Donc jusqu'à présent, ça marche très très bien. Je ne peux pas garantir qu'en 2040, si on ne fait toujours rien pour lutter contre le changement climatique, compte tenu des températures qui sont envisagées, ça soit toujours le cas. Ça sera toujours mieux qu'un logement pas rénové. Voilà, il faut être très clair sur ce point-là. Je poserais bien, vu que ça risque d'être la dernière, une question peut-être plutôt à Nicolas. On a beaucoup parlé de grande masse financière, il faut dire que c'était l'enjeu, mais tu nous as donné quelques pistes pour essayer de faire aller ces grandes masses vers les particuliers, mais et les banques? Est-ce qu'on peut les mettre un petit peu plus en ordre de marche? Comment on fait travailler un peu plus les banques sur ce sujet? On a eu des exemples de sociétés de tiers-financement qui essaient de se substituer aux banques, mais sur des volumes modérés. Il y a un moyen de faire se mobiliser les banques qui sont l'interlocuteur de monsieur et madame tout le monde sur les solutions financières.
Moi, je pense que oui. Je pense qu'une banque, bon, elle a besoin soit de rentabilité, soit de ne pas trop prendre de risques. Pour la prise de risque, on a un outil qui marche très bien, qui est finalement la garantie de prêt. C'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé massivement au moment de la crise du coronavirus pour les entreprises, où on a permis aux entreprises d'emprunter avec une garantie de l'État. Donc, si on dit aux banques, on passe des accords. D'ailleurs, ça existe un petit peu, mais il faudrait peut-être, là encore, l'industrialiser et le massifier, que l'ensemble des prêts à taux zéro, par exemple, qui répondraient à un objectif donc de rénovation, seraient garantis par l'État et donc il n'y aurait pas de risque de défaut. Je pense que ça marche très bien. Et puis, je pense au-delà de ça qu'il faudrait qu'on développe plus largement notre pôle public bancaire. Là encore, je reviens un peu en arrière, mais dans les années, des années 50 aux années 70, on a aussi financé tous les projets des 30 Glorieuses par un grand pôle public bancaire et par ce qu'on appelait le circuit du trésor, qui permettait à l'État de demander aux banques de lui prêter un volume de masse financière à des conditions qu'il décrétait lui-même. Alors, sans en revenir là, peut-être qu'on pourrait avoir un pôle public bancaire beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui, d'où le rôle de la Caisse des dépôts, d'où le rôle de la Banque des territoires qui accorde déjà aujourd'hui des prêts, qui pourraient massifier leurs aides et qui n'en attendraient pas de rentabilité, mais qui disposeraient des fonds propres qui leur seraient mis à disposition par l'État avec une garantie de leur part. Donc à la fois agir en garantie pour les banques privées et développer un pôle public bancaire qui soit en mesure de répondre plus largement à la demande et de travailler avec les agences publiques que sont l'ANA ou les agences de territoire, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'agences en région, dans les territoires. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que cette dernière intervention… Si je peux, je voudrais rajouter une toute petite chose très courte. Tu me permets? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on a bien insisté dans cette conférence sur la nécessité d'aller vers l'obligation à rénover. Tout le monde sait que c'est la mesure numéro 1 qui a été proposée par la Convention citoyenne pour le climat. C'est 150 citoyens qui ont fait un travail formidable, qui ont consacré 7 mois de l'année passée pour travailler sur les questions d'environnement. Les mesures qu'ils ont proposées, notamment l'obligation de rénovation, est actuellement en débat avec des gens qui se sont toujours opposés à l'ensemble de ces dispositions-là depuis des années. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la suite qui va être donnée, notamment à cette proposition, parce que ceux qui sont censés donner leur avis aujourd'hui, on le sait depuis toujours, n'ont jamais été favorables. Je trouve que c'est une façon assez particulière, d'ailleurs, d'une certaine façon, de retirer leur légitimité à ces 150 citoyens, ce que je trouverais lamentable. Voilà, je tenais à le dire. Il se passe en ce moment des débats que je ne trouve pas d'une nature très saine. Voilà. Nicolas veut réagir? Oui, je voulais dire que je suis parfaitement d'accord avec Olivier et je voulais aussi saluer une autre proposition, notamment de la Convention citoyenne pour le climat, qui est aujourd'hui et qui concerne aussi la rénovation, qui est aujourd'hui de lutter massivement contre l'artificialisation des sols, y compris en mettant des taxes ou en mettant des empêchements réglementaires pour étendre trop massivement le foncier. Puisque si on fait ça, on renforce par contre-coup l'incitation et la volonté de rénover les bâtiments existants et dans le même temps, on protège la biodiversité et nos puits de carbone qui souffrent beaucoup de l'artificialisation des sols. Et donc, je trouve que c'est deux mesures très cohérentes de la Convention citoyenne pour le climat qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Olivier. Olivier a fait la conclusion politique, et Nicolas aussi. Donc, je vais simplement faire une conclusion immodeste en reprenant un commentaire
d'un des participants. La rencontre entre des économistes hétérodoxes comme Nicolas Dufresne et des ingénieurs aussi brillants que ceux de Negawatt a quelque chose de magique. La vidéo que vous êtes en train de créer sera un véritable bien commun. Donc, vous pouvez passer votre week-end avec ce compliment. Je remercie les intervenants, les organisateurs et bien sûr les 140 participants et leurs centaines de questions dont je m'excuse qu'on n'ait pas pu toutes les traiter. Bon week-end à tous, merci. Et je passe la parole à Stéphane. Ouais, merci Raphaël et merci aux intervenants pour ce webinaire super intéressant un samedi matin. Et merci aux 150 personnes qui ont pris de leur samedi matin pour participer et puis proposer beaucoup de questions. Je veux vous rappeler, oui, il y a eu donc presque une centaine de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Si elles sont vraiment importantes pour vous, n'hésitez pas à nous écrire à contact@negawatt.org. Quand vous allez fermer la présentation, vous allez vous retrouver sur notre site. Donc, vous pouvez faire ça assez facilement. Vous pouvez d'ailleurs devenir membre de l'association si vous le voulez. En tout cas, on espère que ce webinaire vous a plu et qu'on sera en contact très bientôt avec vous à travers les différents canaux sur les réseaux sociaux et aussi par le mail, etc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée et à l'année prochaine. Merci.